Thank you, merci Lars Benjamisen. Vous restez avec nous. On va écouter ensemble maintenant Freek Spinwin, directeur de la FEANTSA, la Fédération européenne des associations nationales travaillant avec les sans-abri. Et puis j'espère qu'on aura un tout petit peu de temps pour quelques questions, mais qui pourront porter aussi bien sur ce que vient de nous exposer Lars Benjamisen sur les exemples danois, que sur ce que nous allons entendre maintenant concernant les autres pays, ou plus généralement l'Europe et les autres pays européens. Restons ensemble, je sais qu'il y a des retours, mais on est ensemble jusqu'à 16h30. Donc je vous demande vraiment qu'on reste tous ensemble à la fois pour écouter Freek Spinwin et puis ensuite pour un propos de conclusion et de perspective de ce programme Un chez soi d'abord que nous présentera Sylvain Mathieu. Freek Spinwin. Ok, merci beaucoup. Moi je vais continuer en anglais. Juste pour être un peu solidaire avec Lars et pour donner un peu d'aspect européen à cette colloque. Mais je suis prêt à répondre les questions en français. Voilà, je travaille pour une organisation qui s'appelle FEANTSA, que vous connaissez certainement. On représente les sans-abri et le secteur des ONG dans toute l'Union européenne. On a des membres dans tous les États membres et bien sûr également en France. Je voudrais essayer de dire quelques mots sur le programme Housing, Logement d'abord, du point de vue européen. Évidemment, ce sera assez simple et simplifié, un peu plus éloigné de la réalité, mais peut-être assez provoquant pour stimuler des réflexions supplémentaires. Tout d'abord, 2 mots sur l'expérimentation du logement d'abord en France dans un contexte européen. C'est intéressant de dire, et personne ne l'a dit jusqu'à maintenant, même s'il y a plus de personnes qui vont dans le projet Logement d'abord au Danemark, que c'est la plus grande expérience avec un essai contrôlé randomisé en Europe. Donc, ce n'est pas seulement important en France. Il y a beaucoup de pays qui vont regarder les résultats avec vous. Ce qui est également important de souligner, c'est que la rigueur scientifique dans le programme est très élevée. Lars l'a déjà dit, mais c'est important de le souligner à nouveau. Le fait également que le programme a l'air très fidèle aux principes clés tels qu'ils ont été définis à l'origine par Housing First. Et ce n'est pas le cas dans tous les programmes de logement d'abord en Europe. C'est intéressant de dire que le projet français a été assez rapide et vous avez été rapide. Il y a pas mal d'expériences, d'expérimentations qui sont plus récentes. Je pense qu'on l'a déjà dit, mais le soutien politique qui se trouve derrière le projet est très important. Et il semble y avoir assez de soutien politique en France. Je me rappelle, il y a quelques années, quand DIAL a investi beaucoup de temps pour mobiliser le soutien et faire de la conscientisation par rapport au logement d'abord, avant de lancer le programme. Et on l'avait dit, c'est très important de le faire, mais ça a été difficile. Je me rappelle la résistance immédiate de la part de beaucoup d'acteurs. Et le fait qu'il y a un intérêt transnational intégré au programme est intéressant. Le fait que je sois ici, que les Canadiens, Lars, soient invités, ça rend le projet encore plus intéressant. Je voudrais répéter, vous savez tous quels sont les éléments clés de l'approche Le logement d'abord, mais je voudrais en mentionner quelques-uns, en rappeler quelques-uns, pour s'assurer qu'on comprend bien que le concept est flexible, mais il n'est pas flexible de manière illimitée. Le fait que le logement et le soutien sont séparés, que le logement ne dépend pas de la volonté d'accepter le soutien, donc le logement est inconditionnel, pris d'une manière normale, comme une personne normale. Et il y a parfois une confusion sur le groupe cible. Vraiment, le groupe cible sont les personnes ayant des affections chroniques à long terme et sans domicile. Et il y a des projets en Europe qui ne sont pas aussi stricts par rapport au groupe cible. Et je pense que le plus important, il y a beaucoup de confusion par rapport à ça. Le logement d'abord, c'est plus un processus, on regarde plus le processus que les résultats. Et des gens vont dire, on fait du logement d'abord depuis les 30 ans, mais ils parlent de résultats, le fait que les sans-abri vont arriver dans des logements aidés à la fin. Mais c'est un processus c'est le processus qui est plus important. Le fait qu'on donne le logement comme un outil d'intégration et pas comme un cadeau à la fin du processus d'intégration.
Il y a un peu de dynamique européenne et je pense que c'est important pour la France de s'éloigner de de faire partie de cette dynamique européenne. Et je vais mentionner quelques pays. Je ne pense pas que je sois totalement exhaustif, mais il y a beaucoup de pays où le logement d'abord est en train de se faire au niveau purement local. Il y a un intérêt local et au niveau local, il y a des expérimentations avec ce projet. L'Allemagne, la Suède, la Pologne, le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Autriche. Tous ces pays ont des expérimentations petites, grandes, mais purement locales. Et ils ne vont pas au-delà de la dimension locale. Et il y a un certain nombre de pays où le logement d'abord a une expérimentation avec un impact national. Bien sûr, il y a des essais, des tentatives locales, mais ça se passe vraiment dans un cadre national. Et c'est là qu'on peut mettre la France. Et ensuite, il y a des plus petits groupes de pays où le logement d'abord est pris en tant que politique. C'est devenu maintenant une politique normale dans les politiques publiques du sans-abrisme. Ce sont des pays comme la Finlande, le Danemark et l'Irlande, comme Lars l'a déjà mentionné tout à l'heure. Et j'espère, je suis peut-être un peu naïf, mais j'espère qu'il y a une évolution logique, qu'on passe d'une initiative locale à une expérimentation nationale et à une politique. Mais ce n'est pas toujours le cas, parce que des pays comme la Finlande et l'Irlande ont commencé avec des expérimentations locales et sont arrivés à l'utilisation du logement d'abord comme politique. Mais ce qui me préoccupe beaucoup, et je l'ai déjà dit à d'autres reprises, au niveau des initiatives locales, on voit que le concept de logement d'abord a été très flexible. Et je pense qu'on devra avoir le courage de dire ça, c'est du logement d'abord et ça, ce n'est pas du logement d'abord. C'est peut-être bien, c'est peut-être utile, mais c'est pas du logement d'abord. Donc, d'un point de vue européen, si on regarde toutes ces choses qui se déroulent, quelles sont les preuves? Et bien sûr, certaines preuves sont très rigoureuses, d'autres sont beaucoup moins rigoureuses, mais on peut dire qu'il y a un consensus qu'on rencontre le même impact sur la stabilité du logement. Le logement d'abord fonctionne, les gens restent dans le logement. La majorité des bénéficiaires restent dans le logement et c'est en général autour de 80%, voire plus. Et il ne faut pas sous-estimer cette conclusion parce que c'est en fait l'opposé de ce qu'on avait vu avant ou de ce qu'on pensait que les gens ne pouvaient pas rester dans un logement. Si on les met immédiatement dans un logement, ils n'allaient pas rester. Et apparemment, ce n'est pas vrai. Et on voit qu'il y a également, si vous regardez tous les projets qui semblent être les mêmes, une augmentation de la sécurité ontologique. C'est un terme académique que j'ai appris moi-même, mais si je comprends bien, c'est quelque chose qui inclut des aspects de bien-être subjectif, de sentiment d'avoir le pouvoir. Et dans ce projet Logement d'abord, la sécurité ontologique augmente très rapidement avec la plupart des sans-abri. L'impact de la santé mentale en particulier, est plus mélangé. Il n'y a pas tellement de preuves, mais il y a des preuves qui semblent apparaître. On a l'impression que l'impact est assez limité et assez lent. Il va falloir qu'on attende un petit peu. Mais pour dire quelque chose par rapport aux aspects négatifs du logement d'abord, une des choses qu'on a découvertes dans beaucoup d'expérimentations et des projets qui se déroulent, c'est qu'il y a un vrai problème par rapport à la solitude des gens. Et donc, il va falloir résoudre cet aspect-là. Je ne voudrais pas entrer trop dans les détails par rapport au coût, mais il semble que le retour sur investissement fonctionne pour les gens les plus exclus. Mais on peut avoir des préoccupations éthiques ou des conséquences politiques non prévues, comme Eric l'a mentionné tout à l'heure. Mais par rapport aux gains d'efficacité, c'est très difficile de comparer les arguments de coût entre pays, parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte dans un pays et peut-être pas dans un autre. Mais je pense qu'une chose qu'on devrait étudier et avoir le courage de regarder, c'est le coût des refuges. Eric l'a dit également. L'économie, donc le coût des systèmes des refuges, c'est assez coûteux, et en Europe occidentale en particulier. Il y a des pays où une année de refuge pour une personne peut monter jusqu'à un coût de 40 000 euros. C'est colossal.
Maintenant, je voudrais regarder quelques obstacles à surmonter. Je pense qu'ici, je touche sur des thèmes qui n'ont pas forcément été mentionnés ces 2 dernières journées. Tout d'abord, la résistance du secteur du sans-abrisme. Quand je regarde dans la salle, je ne reconnais pas beaucoup de personnes. C'est peut-être une bonne chose, mais ça veut dire peut-être que les acteurs traditionnels du secteur du sans-abrisme sont largement absents du public. Et je sais par expérience qu'il y a toujours de la résistance chez ces personnes. Et il va falloir réfléchir à comment résoudre ce point-là. Une des choses qu'il faut éviter à tous les coups, et c'est un message pour les politiciens, ne mettez pas le logement d'abord en opposition au refuge ou en compétition, sinon vous allez échouer forcément, parce que le système des refuges est bien organisé et assez organisé pour que le logement d'abord échoue. Donc ne luttez pas contre eux, ne les opposez pas. Le deuxième obstacle à surmonter, qui est souvent mentionné, c'est le manque d'offres de logement. Et je ne veux pas dire que ce n'est pas une réalité, mais je pense que ça peut être résolu avec un petit peu de courage politique et un peu de créativité. Je reviendrai sur ce point dans quelques instants. Le troisième obstacle à surmonter est la récupération politique. Je ne savais pas comment le dire en anglais, mais on doit éviter que un parti se réclame le propriétaire du logement d'abord. Ça peut être des partis de la droite ou la gauche. Ça peut pas être détenu par un ou l'autre parti politique. Et ça, c'est certainement un message important pour la France. Ensuite, l'étendue. J'ai entendu le ministre dire hier, la ministre qui a l'intention d'étendre. Et c'est bien d'avoir l'intention, mais on sait peu comment passer de l'expérimentation à la politique actuelle. Et il faut qu'on le découvre. Et très important, c'est qui sont les partenaires clés. Et ça peut différer d'un pays à un autre. Et dans certains pays, ça va être le secteur du sans-abrisme, dans d'autres pays, d'autres secteurs. Et je ne vais pas entrer dans les détails, mais par rapport aux options de logement, l'offre de logement, si on regarde en Europe, on ne peut pas dire que le logement d'abord se déroule seulement dans les marchés du logement tranquille. C'est pas seulement où le logement est peu cher que le logement d'abord fonctionne. C'est plutôt le contraire. C'est pas parce qu'on a un marché du logement difficile qu'on ne peut pas faire du logement d'abord. Les preuves sont là. Et on ne peut pas exagérer l'étendue du problème. Dans la plupart des pays, le sans-abrisme est un problème assez faible par rapport aux offres de logement qui existent. Donc, on doit voir les choses en perspective, parce que sinon, on est coupable de laisser ceux qui sont sceptiques par rapport au logement d'abord, d'utiliser le manque de logement pour ne pas faire du logement d'abord. Il faut juste un peu de créativité et un peu de courage politique. Je pense qu'il y a la place dans la plupart des pays pour plus responsabiliser le secteur des logements sociaux. Et dans beaucoup de pays, ils peuvent faire beaucoup plus par rapport au SDF. Et je pense qu'il y a la possibilité d'utiliser le marché privé. Et je pense que le projet de logement d'abord en France a bien utilisé ça. Je ne vais pas entrer plus dans les détails parce que manque un peu de temps. Par rapport au soutien social, Lars a mentionné, et merci de l'avoir fait comme ça, j'ai plus besoin de le faire, qu'il y a différents modèles dans le soutien social et il y a différentes logiques. Et une des logiques que Lars n'a pas mentionné, c'est comment il se relie au service de base, mainstream. Et c'est un point important. Mais une autre différence importante entre ces modèles de soutien et d'accompagnement, c'est les coûts. Ils ont des coûts totalement différents. Et la discussion qu'on a eue ces 2 dernières journées montre qu'on a besoin de plus de preuves sur qu'est-ce qui fonctionne pour qui. J'ai l'impression, et dans beaucoup de pays, on exagère l'accompagnement social, mais c'est ma propre impression. Et l'importance de la formation du personnel. Et la dernière, j'ai presque fini, quelques questions en suspens qui ne sont pas encore, auxquelles je ne peux pas répondre. Une des questions qui revient, est-ce que le logement d'abord fonctionne pour les jeunes? Il y a des gens qui sont sceptiques, d'autres qui disent non, ça devrait fonctionner pour eux. Au Danemark, par exemple,
Lars est convaincu que ça va fonctionner pour les jeunes. Il sait que des chercheurs sont convaincus que ça ne va pas marcher pour les jeunes. Donc, c'est quelque chose qu'il va vraiment falloir étudier. Le rôle des refuges dans tout cela, je crois qu'il va falloir étudier cela. Est-ce qu'on peut s'attendre qu'ils se transforment en fournisseurs de logements d'abord? C'est ce qu'ils ont fait en Finlande, par exemple. Ou est-ce qu'on doit travailler avec des nouveaux acteurs? Ou est-ce qu'on doit faire les deux? La grande question qui n'a pas été soulevée, je suis surpris, qu'est-ce qu'on fait par rapport aux migrants illégaux? Dans France en particulier, au niveau des refuges, la question de l'immigration illégale est totalement mixte par rapport, contrairement au Danemark, par exemple. Qu'est-ce qu'on fait avec cette population? Est-ce qu'on a besoin d'un système séparé pour ces illégaux? Est-ce qu'on doit les séparer des SDF français qui peuvent bénéficier du programme Logement d'abord? C'est difficile de dire qu'il faut faire du logement d'abord aux immigrants illégaux, mais c'est difficile. Peut-être que j'ai tort, mais une autre question en suspens, c'est qu'est-ce qu'on fait avec la vie communautaire dans le logement d'abord? Dans le logement d'abord pur, c'est des logements dispersés. Et au Danemark, ils veulent aussi faire des logements dispersés. Mais il y a des pays où on a beaucoup de logements collectifs avec logement d'abord, et ça a l'air de fonctionner également. Donc, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on doit en penser. Et la dernière question, c'est par rapport au budget. J'ai entendu des gens qui disent vous allez avoir des budgets concurrentiels si vous voulez de passer d'un système à un autre système. Et on sait que certaines des économies sont dans le système de santé, dans le système de justice. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques dans ces domaines où on peut prendre les économies que ces secteurs font pour financer le logement d'abord? Je sais que ça a l'air tout à fait naïf, mais je pense que c'est utile de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait faire ça. Et voilà, je vais passer celle-là. C'était juste quelque chose que j'avais à l'esprit. Quand on regarde en Europe, on peut seulement faire du logement d'abord une fois qu'on a développé un système de refuge inefficace et inabordable. Et donc, ceux qui font le logement d'abord ont un système de refuge inefficace et inabordable. Et ceux qui ne sont pas intéressés par le système logement d'abord ont un système inefficace mais très peu cher. Donc, il faut faire ce cycle inévitable de rendre ce système de refuge inefficace et inabordable avant de pouvoir faire du logement d'abord. Pour dire qu'il faut comment est-ce qu'on peut faire pour dire aux gens qu'il faut faire du logement d'abord sans faire tout ce cycle? Mais c'est très difficile. Le rôle de l'Union européenne, et c'est ma dernière diapositive, je pense qu'il faut penser également au rôle de l'Union européenne. C'est à l'Union européenne de renforcer et de nourrir la dynamique européenne sur le logement d'abord. Ils peuvent le faire de plusieurs manières. Suivre le progrès dans les États membres et faire des rapports. Ils peuvent regrouper des questions de recherche qui sont les mêmes dans d'autres pays. Pourquoi est-ce qu'on doit faire la recherche dans chaque pays de manière séparée? On pourrait peut-être regrouper des choses et avoir de l'argent de la Commission européenne pour financer une recherche à l'échelle européenne. Promouvoir l'innovation et l'expérimentation sociale. On sait que dans l'accompagnement social et le logement d'abord, il y a la possibilité de faire de l'innovation sociale. Et ce besoin se présente dans de nombreux pays. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le faire tous ensemble en Union européenne? Elle pourrait nous aider à le faire et disséminer les preuves. Ce qui se passe ici en France et ce qui s'est fait en Danemark, on devrait avoir du soutien pour le disséminer aux décideurs politiques en Europe. Développer de la formation. Vous allez peut-être être surpris, mais ils ont déjà avancé beaucoup dans la formation des travailleurs sociaux sur le logement d'abord. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas utiliser ça? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas demander à l'Union européenne de donner de l'argent pour le traduire, parce que c'est en danois, pour l'utiliser pour d'autres formations dans d'autres pays, et de l'argent pour étendre le projet? Je pense que la France a des douzaines de milliards d'euros de l'Union européenne pour financer beaucoup de choses, également dans les domaines sociaux. Pour l'instant, je soupçonne que très peu de cet argent va vers le sans-abrisme et pratiquement rien vers le logement d'abord. Donc, ce serait très intéressant de dire que une partie de ça devrait être utilisée pour le logement d'abord. Donc, mes conclusions sont très simples. Donc, le logement d'abord fonctionne. Ce sera difficile de le transformer en politique. C'est utile d'avoir plus de preuves, mais des exemples
du changement d'une expérimentation à une politique, ce serait encore plus utile. J'aimerais mieux comprendre comment on fait. Et on est tous d'accord qu'il y a une valeur et un impact potentiel du travail transnational. Et désolé d'avoir parlé en anglais. Merci.